Eh bien, bonjour, Madame Bonjour, Galosson. Monsieur Dimitri Foumou. Comment ça va? Très bien, et vous-même? Très bien, merci. Donc, nous venons d'écouter Madame Guessant qui nous a parlé des métiers de la banque et de l'assurance. Permettez-moi de vous poser une question parce que quand on voit votre titre, vous êtes dirigeante de cabinet LRH. Quelle est la différence avec le recrutement? Parce que parfois, les gens ne savent pas qu'on peut passer par un cabinet de recrutement pour arriver à une entreprise, parce qu'il y en a qui écrivent directement aux entreprises. Quel est l'avantage de passer par un cabinet? Comme ça permettra aussi de vous présenter et de peut-être aussi renforcer certains points qui ont été évoqués et de rajouter aussi ce que vous apportez dans le domaine des services aussi. D'accord. Alors, bonjour à tous. Donc, effectivement, ce qui est intéressant aujourd'hui dans ce qu'on va échanger ensemble, c'est de parler du conseil. Donc, il est vrai que je suis dirigeante d'un cabinet de conseil en ressources humaines. Et bien souvent, lorsqu'on parle de cabinet de conseil en ressources humaines, les gens vont directement penser uniquement au recrutement, enfin avant tout au recrutement, puis parfois un peu à la formation. Or, on va se rendre compte dans l'exposé de mes propos, qu'il ne s'agit pas que de recrutement. Donc, le recrutement, ça représente une partie de notre activité, mais ce n'est pas la partie principale. Donc, concernant les candidats, ils nous envoient régulièrement leur CV en vue de pouvoir les mettre en relation avec des entreprises qui recherchent des talents. Donc, lorsque vous êtes candidat, vous pouvez tout à fait envoyer votre candidature directement aux entreprises, mais vous pouvez également passer par des cabinets de recrutement. Donc, pour revenir à ce que nous faisons exactement, donc nous accompagnons les entreprises basées en Afrique à mettre en place des procédures et des outils de ressources humaines. Donc, c'est un aspect vraiment stratégique puisque les entreprises ont besoin d'avoir des équipes qui soient, on va dire, performantes, qui soient mobilisées, motivées pour pouvoir bien faire le travail et donc atteindre les objectifs que les entreprises se sont fixés. Mais ce que nous faisons à notre niveau, c'est quelque chose que l'on appelle le conseil, mais qui est vraiment spécifique aux ressources humaines. Avant de faire ce que je fais, j'ai eu à travailler dans un cabinet de conseil et d'audit qui est assez connu, il fait partie des Big Four. C'était le cabinet Deloitte au Sénégal. Et donc, à l'intérieur de cette organisation, nous avions essentiellement donc des consultants, des auditeurs, des experts comptables. Donc à une échelle, on va dire peut-être plus grande. Donc on accompagnait des entreprises sur ces différents aspects. Donc c'est une manière pour moi un peu de vous expliquer ce qu'est le conseil. Donc pour vous qui arrivez sur le marché de l'emploi, vous avez sans doute entendu parler de personnes qui se disent consultants. Peut-être vous avez des amis qui en sortant de l'école sont devenus consultants, mais c'est un petit peu abstrait, on ne sait pas trop de quoi il s'agit, sachant que déjà lorsqu'on sort de l'école, on maîtrise pas vraiment le monde du travail. Donc pour aller conseiller des entreprises, ça peut paraître vraiment très abstrait. Donc quand on parle de conseil, en fait, il s'agit de prestations de services qu'on va apporter à une entreprise qui a une équipe avec différentes fonctions, mais à un certain moment dans sa vie, dans son activité, cette entreprise va avoir besoin de se tourner vers un cabinet de conseil qui va venir soit lui apporter une expertise qu'elle n'a pas, soit l'aider à mettre en place un projet qui va nécessiter beaucoup de ressources humaines et qu'elle n'est pas à même d'apporter à l'heure actuelle. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est qu'une entreprise, elle est prise par le quotidien. Si on prend l'exemple de la banque, comme on a parlé de la banque tout à l'heure, une banque, voilà, elle est là pour accompagner ses clients, ouvrir des comptes, les crédits, ce genre de choses. Mais lorsque la banque va décider, par exemple, de créer un nouvel outil, par exemple une plateforme en ligne,
Ça va demander beaucoup de travail. Donc, les personnes qui sont là au contact des clients ne vont pas forcément avoir le temps de se dégager, du temps à se dégager pour développer ce nouveau projet. Donc, la banque, dans cet exemple-là, se dit, tiens, je vais faire appel à un cabinet conseil qui connaît bien le métier, qui va m'aider à mettre en place ce projet d'une manière efficace, dans un délai, on va dire, raisonnable, et surtout, elle va mettre à ma disposition peut-être des ressources humaines que je n'ai pas en interne, avec des personnes qui sont très spécialisées sur tel ou tel domaine. Donc là, sur cet exemple, la banque elle va faire appel à un cabinet de conseil IT, donc en informatique par exemple, en projet IT. Mais le conseil, donc on a vu, ça peut également concerner les ressources humaines, hein, c'est ce que je fais actuellement avec mon équipe. On peut également avoir du conseil en finance, donc aider une entreprise à mettre en place son business plan, son business model, etc. Ou peut-être aussi une entreprise, un cabinet qui va venir aider l'entreprise à mettre de l'ordre dans ses finances, parce qu'elle constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais finalement, le conseil, on peut le retrouver dans plein de secteurs d'activité. On peut retrouver des consultants en énergie, on peut retrouver des consultants sur tout ce qui concerne l'environnement. Disons qu'il y a une possibilité illimitée en ce qui concerne le conseil. Mais ce qu'on retrouve le plus sur le marché, ce sont donc les cabinets conseils en stratégie, en organisation, en finance, et puis en ressources humaines et en informatique. C'est ce qu'on retrouve majoritairement. Donc, pour vous qui arrivez sur le marché du travail, aller vers ce métier de consultant, c'est intéressant dans la mesure où ça va vous permettre de mettre en œuvre peut-être une expertise que vous avez ou une passion que vous avez et puis de la mettre au service des entreprises. Je suis passionnée d'informatique, mais j'ai pas forcément envie d'être ingénieur. J'ai plus envie d'aider les entreprises à comprendre ce qu'ils doivent mettre en place d'un point de vue informatique pour être à la page du type l'entreprise voudrait mettre en place une plateforme collaborative pour ses équipes. Puis vous avez une passion pour toutes ces choses-là, donc vous allez pouvoir venir aider cette entreprise. Donc le conseil, c'est vraiment une activité qui est très variée, puisque, comme je vous l'ai dit, vous pouvez intervenir dans tous les secteurs, dans tous les corps de métier. Donc maintenant, la question que vous pouvez aussi vous poser, c'est quelle est la formation que je dois avoir pour devenir consultant ? Je dirais qu'aujourd'hui, il n'existe pas en tant que telle de formation spécifique pour créer des consultants. Mais ce qu'on constate sur le terrain, c'est que les consultants, bien souvent, ils vont venir des écoles de commerce, puisque les écoles de commerce vont donner une formation assez généraliste, mais plutôt opérationnelle, orientée vers les entreprises. Donc l'école de commerce, c'est un bon tremplin, mais une fois encore, en fonction de la spécialisation, on peut tout à fait, si on veut faire du conseil en ressources humaines, on va pas forcément venir de l'école de commerce, on peut tout à fait venir d'une formation en ressources humaines. Et puis maintenant, il faudra apprendre ce qu'est être consultant. Et être consultant, en fait, ça s'apprend sur le tas, parce que c'est un métier qui est assez nouveau, qui va solliciter différentes compétences. Déjà, vous l'aurez compris, il faut être vraiment orienté résultat, orienté projet, parce que vous allez vendre une prestation à un client qui va payer, et il estimera souvent d'ailleurs qu'il paye cher, donc il faut vraiment lui donner un résultat. Donc si on n'a pas cet état d'esprit de donner un résultat, travailler en vue de rendre un résultat, ça va être compliqué. Parce que si vous venez juste pour expliquer le pourquoi du comment, mais qu'à la fin vous n'apportez pas une solution, ça va être compliqué sur ce métier-là. Ça va demander également des compétences liées à tout ce qui va être rédactionnel
et tout ce qui va être aussi utilisation des supports de communication. Parce que effectivement, vous allez avoir des échanges réguliers avec le client. Donc, il faut savoir s'exprimer à l'oral, avoir un bon relationnel. Mais vous allez, à la fin de la mission, ou en tout cas à chaque étape clé, il va falloir rédiger un rapport. Donc, rédiger un rapport, c'est écrire. Donc, il faut avoir une bonne capacité donc de rédaction, ne pas faire trop de fautes d'orthographe, même ne pas en faire du tout d'ailleurs, savoir expliquer les choses d'une manière claire et synthétique. C'est pas, on ne demande pas de faire un cours théorique. Au contraire, il faut être vraiment très pratique. Et puis donc je parlais également des outils de communication. Donc les outils de communication donc on utilise aujourd'hui, bon bien sûr le pack office, Word, Excel, PowerPoint c'est la base, mais il y a de plus en plus d'outils qui permettent aujourd'hui de communiquer avec les entreprises de manière un peu dynamique. Donc des outils de type Canva qui vont permettre de faire des documents très attractifs sous différentes formes. Donc il faut vraiment être à l'aise avec ça, savoir présenter ses idées de manière attractive. Donc finalement, il faut aussi être créatif parce qu'il faut que le document soit bien présenté, qu'il soit attrayant et en même temps, vous devez vous adapter à l'univers du client. On ne va pas rédiger un rapport de la même manière lorsqu'on s'adresse à une start-up que lorsqu'on s'adresse à une organisation qui a pignon sur rue depuis une cinquantaine d'années. On n'a pas le même type d'interlocuteur, donc il faut être capable d'analyser cela, parce que bon là aussi, c'est de la communication. Lorsqu'on le communique, il faut savoir à qui on s'adresse. Il faut identifier le type de personnalité que l'on a en face de nous et essayer d'y répondre de manière pertinente pour que votre interlocuteur capte ce que vous voulez lui dire. Parce que le problème qu'on rencontre souvent dans le conseil, c'est que les entreprises donc payent la prestation, payent un rapport qu'ils ne lisent pas forcément après. Et ça, je pense qu'en tant que consultant, ça peut être vraiment une frustration d'avoir passé beaucoup d'heures de travail et que finalement ça ne serve pas et que ça finisse dans un tiroir. Je pense que le consultant a une réelle responsabilité justement pour faire en sorte que le client ait envie de lire ce qu'il a fait, ce qu'il a produit. D'où l'importance d'avoir un bon relationnel et puis d'utiliser les bons outils de communication pour donner envie aux clients d'aller plus en avant et à passer vraiment à travers tous vos travaux. Il faut également être agile lorsqu'on fait du conseil, parce que vous allez être auprès de l'entreprise pendant une période bien définie. Au démarrage d'une mission de conseil, il y a un cadrage, c'est-à-dire qu'on va dire exactement, le client va dire exactement ce qu'il attend et on va lui dire ce qu'on peut lui donner en face de ses attentes. Mais la vie étant ce qu'elle est, il peut arriver tout et n'importe quoi, ce qui va nécessiter de réagencer un petit peu les choses, de s'adapter, ou alors peut-être qu'au moment où vous avez commencé à discuter avec le client, il y avait certains éléments qui ne vous avaient pas été communiqués. Donc l'objectif vraiment, c'est d'être orienté résultat, d'être capable de se réajuster, d'être agile pour vraiment atteindre les objectifs qui sont fixés au moment du cadrage. L'autre point que je souhaitais également aborder avec vous, c'est le parcours de carrière d'un consultant. Donc, lorsqu'on est consultant, qu'on rentre dans un cabinet, il y a différentes étapes à passer. En général, on va entrer dans le cabinet lorsque l'on sort de l'école en tant que stagiaire. Donc le stage va durer entre 9 mois et 12 mois et ça va être une période en fait d'apprentissage où vraiment on va vous apprendre le b.a.-ba du métier du conseil, donc tout ce dont on vient de parler, comment est-ce qu'on présente une offre de conseil, comment est-ce qu'on rédige des rapports, comment est-ce qu'on interagit avec les clients, parce que même lorsqu'on est stagiaire,
on va interagir avec le client parce que vous allez faire partie d'une équipe et chaque membre de l'équipe a son rôle à jouer. Donc, en principe, en tant que stagiaire, on va être déjà en interaction avec le client. Donc, après une année, si celle-ci est concluante, on passe au stade supérieur. Le stade supérieur, c'est le poste de consultant junior. Donc là, vous connaissez le métier, mais bon, vous êtes toujours en train d'apprendre. Donc, consultant junior, on va y rester environ 2 ans, voilà, 2 à 3 ans en fonction de la manière dont on évolue. Et donc, consultant junior, on va être sous la responsabilité d'un consultant senior qui va avoir pour rôle de faire la revue de vos travaux et surtout de faire la revue de vos travaux. Donc, après le stade de consultant junior, donc on arrive justement au stade de consultant senior. On y reste également 2 à 3 ans. Donc, le consultant senior, on considère que là, il maîtrise vraiment le métier du conseil et donc, on ne va plus avoir beaucoup de travail de revue concernant les rapports et les différents outils qu'il va élaborer. Donc, il y a presque plus d'aller-retour. Et puis, le consultant senior, il va justement superviser le travail des juniors. Donc, on y reste 2 ou 3 ans. L'étape d'après, ça va être consultant manager. Donc, lorsqu'on est manager, là, vraiment, on passe un stade supérieur dans la mesure où, au-delà de l'aspect technique, on va également se voir confier un aspect commercial. Parce que le conseil, il s'agit de produire des missions, mais surtout d'en vendre. Donc là, on va commencer à attendre du manager d'être capable d'aller d'aller démarcher, en fait, des nouveaux clients ou des clients que l'on a déjà pour proposer des missions de conseil. Donc c'est là où ça peut être un peu compliqué parce que on peut être un très bon consultant senior et puis ne jamais passer au stade de manager parce que justement, on n'arrive pas à développer ce côté commercial. Donc, un conseil vraiment que je vous donne si ce métier vous intéresse, dès le démarrage, projetez-vous dans l'aspect commercial. Le commercial, il va se traduire à différents niveaux. Déjà dans votre qualité de service. Si vous apportez beaucoup de soins à ce que vous faites, eh bien le client est content, il aura envie de vous rappeler pour vous confier une autre mission. Maintenant, il s'agira aussi vraiment d'être à l'écoute. Lorsque vous rencontrez des clients ou des potentiels clients, il faut savoir écouter et identifier leurs besoins pour pouvoir après derrière venir leur faire une offre qu'ils vont pouvoir maintenant transformer en mission de conseil. Donc, ce que l'on constate sur le terrain, c'est qu'il y a des personnes qui vont stagner au niveau de conseil senior parce qu'ils ne sont pas du tout à l'aise sur le commercial. Donc, ce qui va se passer à ce stade-là, la personne, soit elle va s'obstiner, ou alors elle va aller faire autre chose et elle va quitter le monde du conseil et elle va aller en entreprise. Ce qui est assez logique parce que finalement, lorsqu'on est senior, on maîtrise bien le domaine d'activité. Par exemple, si on est dans l'organisation des entreprises, on maîtrise bien, voilà, tout ce qui est stratégie, tout ce qui va être mise en place d'organigrammes, ce genre de choses. Et on va pouvoir aller maintenant le proposer en entreprise de manière assez aisée, faire de la gestion de projet. Et puis oui, coordonner des équipes sans trop de difficultés. Parce que finalement, lorsqu'on est senior, on a peut-être environ 7 ans d'expérience multiplié par X entreprises. Et c'est ça qui est intéressant lorsqu'on fait du conseil, c'est que une année équivaut peut-être à 3 années en entreprise. Parce que sur une année, on va accompagner différentes entreprises, on va être confronté à différentes situations et c'est ce qui va nous permettre d'enrichir notre expérience. Donc, le consultant senior, il va être quand même assez prisé sur le marché du travail parce qu'on se dit c'est un expert dans ce qu'il fait. Bon, si finalement on passe au stade de manager, donc comme je l'ai dit, il y a un aspect commercial qui va être important et bien sûr un aspect en termes de coordination d'équipe. Donc,
quand on est manager, il faut être capable de fédérer les équipes, donc les organiser de manière à ce qu'on réponde correctement à la mission de conseil qui a été vendue. Le senior manager, donc lui, ce stade-là vient 2 ou 3 ans après le stade de consultant manager. Donc le senior manager, lui, il va être souvent à la tête d'un département en fait de conseil. Comme je vous l'ai dit, le conseil se divise en plusieurs spécialités. Donc, on peut avoir un consultant senior manager qui va superviser l'activité relative à l'informatique, par exemple. Et donc, ce senior manager, il va avoir un ou plusieurs managers sous lui. Donc, le manager va être assez opérationnel, donc vraiment coordonner les équipes. Et à ce moment-là, le senior manager, lui, il va plus être sur la stratégie, en fait. C'est-à-dire, pour sa partie, il va réfléchir à comment faire pour faire grossir, on va dire, le portefeuille de clients, proposer de nouvelles offres, des choses comme ça. Donc là, on se rapproche un peu plus de la stratégie. Et bien entendu, la partie commerciale qui prend plus de la moitié de l'activité. Donc, senior manager, on y reste aussi pendant 2-3 ans. Ce qui vient après, c'est consultant directeur. Donc là, consultant directeur, on va pas le retrouver partout. Ça dépend vraiment de la taille du cabinet. Mais si on est dans un cabinet de type Big Four, donc c'est ce qui vient logiquement après senior manager. Donc le directeur peut se retrouver avec un ou plusieurs senior managers sous lui et plusieurs managers, etc. Ça dépend vraiment de la taille de la cellule qui va gérer. Donc lorsqu'on est directeur, là on peut dire qu'on est vraiment responsable d'une business unit. Donc on va vraiment être responsable de tout ce qui va concerner les coûts, tout ce qui va concerner donc le cash qu'on peut faire rentrer. On est à la tête d'une petite entreprise à l'intérieur de l'entreprise. Et surtout, ce qui est important, c'est que lorsqu'on arrive au stade de directeur, c'est quasiment le dernier stade avant le statut d'associé. Donc, lorsqu'on est associé, ça signifie qu'on entre au capital du cabinet. Bon, ça aussi, ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend de l'organisation de l'entreprise, mais en tout cas, c'est la suite logique. Donc, après 2 à 3 années passées dans la position de directeur, on peut prétendre à devenir associé, mais maintenant le passage au statut d'associé, ça va dépendre de beaucoup de choses. Dans les Big Four, par exemple, il y a tout un processus à suivre. Pour passer associé, on doit passer un grand oral, il faut être sponsorisé en interne. Donc, c'est pas tout le monde qui devient associé. Hein. C'est vraiment la crème de la crème. Donc voilà, c'est ce que je voulais un petit peu partager avec vous concernant l'évolution du parcours professionnel d'un consultant. Donc j'ai un petit peu abordé tout à l'heure la possibilité de passer du conseil vers les entreprises. Donc la suite logique, hein, lorsqu'on est consultant et puis qu'on sort de ce milieu-là, ça va être d'intégrer évidemment les assurances. Hein, c'est une suite assez logique. Moi j'ai vu beaucoup de consultants, mais plutôt des auditeurs d'ailleurs, partir en banque et en assurance. Parce qu'ils maîtrisent très bien le secteur d'activité et les banques et assurances sont assez friandes de ce type de profil. Ensuite, on va avoir une évolution possible dans les entreprises en fonction de son secteur d'activité. Là aussi, l'entreprise va être assez à l'aise de recruter un consultant puisque là encore, là où il a fait 3 ou 4 ans en cabinet, ça peut être l'équivalent de 7, 8, 9 ans en entreprise, dans une seule entreprise. On peut également évoluer dans le secteur public ou les ONG et puis en fonction du moment où on va intégrer ces entreprises, on peut vraiment occuper des postes à responsabilité en management ou des postes de direction. Ça dépendra vraiment de l'orientation que vous allez donner
à votre carrière. Et vraiment, une fois encore, la valeur ajoutée d'un consultant, c'est d'être orienté résultat. L'entreprise se dit que lorsqu'il embauche un consultant, il a de fortes chances d'avoir une personne qui soit mobilisée et qui lui apporte des résultats concrets. C'est vraiment ce dont l'entreprise a besoin. L'autre évolution également possible, c'est vers les fonds d'investissement. On parle de plus en plus de fonds d'investissement aujourd'hui qui pullulent, notamment sur le continent africain. Et là aussi, finalement, lorsqu'on travaille dans un fonds d'investissement, on va être analyste, associate. Bon, il y a toute une évolution qui ressemble assez finalement à celle des cabinets de conseil. Et donc, voilà, lorsqu'on sort d'un cabinet de conseil, aller en fonds d'investissement, c'est une suite assez logique et donc une passerelle tout à fait réalisable. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous par rapport au métier de consultant. En tout cas, merci, chère Olga, pour cette présentation qui permet, en tout cas, aux jeunes et aux moins jeunes de bien voir quelle est la trajectoire lorsqu'on se lance dans les métiers de conseil et en tout cas les évolutions qui seront possibles. Et en tout cas, cela, je pense, a éclairé beaucoup. Et nous savons que si des profils atypiques sont parmi nous et que vous recherchez un positionnement en entreprise, vous avez là devant vous un cabinet que vous pouvez contacter. Donc, il suffit d'aller dans utilisateur et puis vous prenez contact avec Olga ou sa collaboratrice qui est là aussi. Et donc, voilà, comme ça pourront vous expliquer en tout cas quelles sont les différentes étapes. Mais si votre profil peut correspondre en tout cas à leurs besoins, parce qu'ils ont aussi des besoins, ça ne sera que super. Donc, merci. Et nous allons donc passer maintenant... Oui. Non, je disais merci. D'accord, pardon. Nous allons passer maintenant sans plus tarder à une autre façon de s'insérer dans le milieu professionnel. Vous voyez, on a mis le focus vraiment sur l'emploi, mais nous savons, comme nous l'avons vu ce matin avec le CIO du groupe hôtelier Azalaï, tout le monde n'est pas forcément fait pour être salarié ou employé. Il y en a qui sont peut-être des appétences, après avoir fait un bilan de compétences, se dit, tiens, moi je suis plus entrepreneur. Donc voilà, je vous propose d'aller tout de suite sur la partie session, dans l'atelier avec Redouane Elaoui de 10 000 codeurs qui va vous expliquer comment on peut s'insérer dans le milieu professionnel en étant chef d'entreprise, parce que lui, il a créé beaucoup d'entreprises. Donc, vraiment une expérience à s'inspirer et aussi à suivre. Donc, je vous encourage à y aller. À tout de suite.